Un millionnaire se déguisa en simple employé dans son propre hôtel. Soudain, il entendit des pleurs provenant du débarras. Quand la porte s'ouvrit en grinçant, il se figea devant le spectacle déchirant qui s'offrait à lui. Une scène qui révéla une vérité si cruelle que sa poitrine se serra. En cette première nuit d'hiver, le vent marin de la baie de Rockford s'abattait violemment sur les murs de pierre grise du Harbour Light Inn. Charles Whitmore, 40 ans, grand et large d'épaules comme l'ancien militaire de la marine qu'il était, marchait dans le couloir du sous-sol, un presse-papier de maintenance à la main. Il n'était pas un simple réparateur. Sa carte de visite indiquait « Président du groupe Whitmore Hospitality ». Mais ce soir-là, sa combinaison de travail bleu foncé et une vieille casquette de baseball dissimulaient sa véritable identité. Il était là pour inspecter, pour voir chaque recoin de l'hôtel qu'il était sur le point de reprendre, et pour tout observer tel que c'était, sans le filtre des rapports soigneusement rédigés. Lorsque Charles était arrivé quelques jours plus tôt, il avait été formellement présenté à la direction et au personnel senior. Agnès Doyle, la directrice de l'hôtel, avait été informée qu'un technicien de maintenance expérimenté d'une entreprise de services techniques réputée serait temporairement embauché pour assister l'hôtel durant l'entretien de fin d'année, notamment en vue de la prochaine inspection de qualité. Puis un son étrange coupa le hurlement du vent. Ce n'était pas le claquement des tuyaux ou le vrombissement des machines, c'étaient des pleurs, doux mais persistants, mêlés au cliquetis de quelque chose qui était tombé. Le son provenait du débarras numéro 3, la pièce tout au bout du couloir, habituellement fermée à clé. Charles cessa d'écouter. Les pleurs devinrent plus clairs maintenant, mêlés de sanglots étouffés. Avec l'instinct d'un homme qui avait vu la guerre et la souffrance des impuissants, il reconnut instantanément le son de la peur d'un enfant, une peur profonde, suffocante, pas le cri aigu et soudain de la blessure, mais le genre qui avait été retenu bien trop longtemps. Il s'avança vers la lourde porte, saisit la poignée de métal froid. Elle était bloquée. Épaulant, il poussa fort. Un léger craquement résonna alors que les gonds usés cédaient, ouvrant juste assez pour qu'il puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le chaos le salua. Une étagère métallique, empilée de conserves et de produits de nettoyage, s'était effondrée. Sous le désordre, une petite fille gisait recroquevillée, sa jambe coincée sous une barre d'acier. Emily Parker, 12 ans, s'était évanouie d'épuisement. Son visage était couvert de saleté et de larmes, son fin t-shirt collait à son corps tremblant, humide de froid. Il la secoua doucement. « Tu vas bien ?» demanda Charles, sa voix grave, calme et rassurante. Emily gémit, ouvrant lentement les yeux. Ils s'écarquillèrent de panique. Son visage était toujours maculé de crasse et de larmes. Elle tenta de se lever, mais sa jambe céda, son corps entier flasque de fatigue. Charles tendit la main pour la soulever, l'intention de la porter au quartier du personnel où l'attendait une petite infirmerie chaude. Mais soudain, elle recula, les yeux suppliants. « Non. Ne me ramenez pas là-bas, s'il vous plaît, balbutia Emily, la voix brisée. Agnès va me gronder. Elle va encore m'enfermer. » Charles se figea. « T'enfermer ?» Le mot, associé à la terreur pure dans ses yeux, ne correspondait pas à l'image d'un simple accident. Il regarda de plus près. Dans le scintillement de la lumière fluorescente au plafond, il vit de légères contusions le long de ses bras fins, paressantes, mais qui ne provenaient pas de simples chocs ou éraflures. Une froide certitude l'envahit, ce n'était pas un accident. C'étaient les signes de quelque chose de bien pire. À ce moment-là, son vieux talkie-walkie crépite à sa ceinture. La voix nette et autoritaire d'Agnès Doyle coupa le grésillement, « Si vous la voyez, ramenez-la immédiatement. Ne laissez pas les clients le découvrir. Je répète, ramenez-la maintenant. » Charles serra la mâchoire. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre pour contrôler et dissimuler. Cela confirma tout ce que son instinct lui disait. Sa décision fut instantanée, il ne livrerait pas Emily à cette femme. En tant qu'ancien militaire de la marine, il avait vu trop d'enfants innocents brisés par l'égoïsme et la cruauté des adultes. Il se pencha et souleva délicatement Emily dans ses bras. Elle était légère comme une plume. Hésitante, elle reposa sa tête contre sa poitrine, sa respiration faible. Il sentit le froid tremblement rayonner de sa petite silhouette. Sa prise se resserra, ses yeux fixés avec la détermination d'un soldat qui avait été impuissant à sauver un enfant et ne laisserait pas cela se reproduire. « Je ne te ramène pas là-bas » murmura Charles. « Je te mène quelque part en sécurité. » Tenant Emily serrée contre lui, il sortit du débarras et s'engagea dans le couloir latéral qui menait au parking arrière. Sa vieille camionnette était garée là,
caché derrière d'épais buissons. Il ouvrit la porte et installa doucement Émilie sur le siège passager, drapant son lourd manteau sur elle. « Reste ici 1 minute, dit-il, et il démarra le moteur. La camionnette quitta le parking, se dirigeant vers une route étroite et non éclairée, loin de l'éclat lumineux du Harbour Light Inn. Leur destination n'était pas un endroit inconnu, c'était l'église Sainte-Anne. Et ce qui se passa ensuite allait changer la vie d'Émilie pour toujours. Le lendemain matin, l'église Sainte-Anne était baignée d'une chaude lumière dorée, filtrant à travers les vieux vitraux et projetant des couleurs chatoyantes sur le plancher de bois poli. L'air portait le doux parfum de pain fraîchement cuit et la légère fragrance des bougies, mêlée aux notes douces et mélodieuses de l'orgue de la chapelle. C'était un contraste total avec le sous-sol froid et sombre de l'hôtel de la nuit précédente. Emily Parker, encore faible, était assise sur une chaise en bois dans la salle de réception de l'église. Sœur Margaret, une femme âgée aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux, prenait des notes avec soin. Elle examina les marques sur les bras et les jambes d'Emily, son visage trahissant une profonde compassion. « Tu es épuisée, dit sœur Margaret doucement. Tu as besoin de repos et de repas appropriés. » En face d'elle, Charles Whitmore était assis tranquillement, observant. Il avait dormi quelques heures dans sa camionnette avant de retourner à l'église à l'aube. Il voulait s'assurer qu'Emily était en sécurité. Quand sœur Margaret s'éloigna pour chercher une couverture chaude, Charles tendit à Emily une tasse de lait chaud. Emily serra la tasse fermement, la chaleur se répandant dans ses mains froides. Prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. Sa voix était d'abord hésitante, mais devint progressivement plus stable à mesure qu'elle se sentait en sécurité. Je n'ai pas de parents. Ils sont décédés. Je n'ai que mon petit frère, Danny. Emily marqua une pause, son regard se perdant. Danny a un problème cardiaque. Il a besoin de médicaments très chers, et je dois travailler pour les payer. Charles hocha la tête, comprenant le lourd fardeau que portait cette fillette de 12 ans. Emily continua d'expliquer pourquoi elle avait postulé pour travailler au Harbour Light Inn, même si elle n'avait pas l'âge légal pour un emploi. C'était un travail exténuant, mais le salaire était bien meilleur que tout ce qu'elle pouvait trouver ailleurs. Je faisais le ménage partout, même dans des pièces où l'on n'était pas censé entrer, dit Emily, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure, comme si elle craignait d'être entendue. Madame Agnès, elle me faisait souvent travailler tard, surtout dans les salles d'archives et dans son bureau. Emily jeta un regard timide à Charles. Une fois, je suis resté tard pour nettoyer son bureau. J'ai surpris une conversation téléphonique qu'elle avait avec un homme, où elle parlait de vendre l'hôtel. Ce n'était pas une vente normale, elle a mentionné une grosse affaire et même une portion de propriété en front de mer. Je n'ai pas bien compris, mais il semblait qu'elle ne voulait vraiment pas que j'entende ça. Les yeux d'Emily trahissaient une peur évidente tandis qu'elle racontait son histoire. J'ai aussi vu qu'elle cachait des papiers étranges près de l'imprimante. Je pense que c'était des documents importants. Emily prit une respiration hésitante. Peut-être qu'elle sait que j'ai entendu quelque chose. Une fois, j'ai accidentellement fait tomber quelque chose dans le bureau, et elle s'est vraiment mise en colère. Après ça, elle m'a fait travailler dans des endroits isolés, comme le débarras, et elle m'a enfermé. Emily ne termina pas sa phrase, mais Charles comprit qu'être enfermé dans le débarras froid la nuit dernière n'était pas la première fois qu'Agnès avait délibérément isolé Emily pour s'assurer que ses propres secrets resteraient enfouis. « Oncle ?» Emily leva soudain les yeux, pleine d'inquiétude. « Je dois retourner à l'hôtel. Si je n'y vais pas, Madame Agnès sera vraiment en colère. Elle ne me paiera plus, et Danny a besoin d'argent pour ses médicaments. » Charles fronça les sourcils, regardant dans les yeux de la jeune fille, qui contenait non seulement de la peur mais aussi un sens des responsabilités bien au-delà de son âge. « Non, Emily. Tu n'es pas assez âgée pour travailler. C'est illégal, et surtout, tu ne seras pas en sécurité là-bas. Je ne te laisserai pas y retourner. » Les mots d'Emily, en particulier sa peur intense lorsqu'elle a mentionné qu'Agnès serait en colère et qu'elle devait y retourner, n'ont fait que renforcer les soupçons de Charles. Un manager normal ne rendrait pas un enfant employé aussi terrifié. Ce n'était pas seulement du travail d'enfant, c'était une forme de contrôle et d'intimidation. Une lente colère commença à monter en lui. Il devait creuser plus profondément, pour exposer le vrai visage d'Agnès. Charles écoutait attentivement, chaque mot d'Emily s'imbriquant parfaitement avec ce qu'il avait déjà soupçonné. Il ne s'agissait pas seulement d'exploiter un enfant pour le travail, cela faisait partie d'un plan plus vaste lié à la propriété même qu'il prévoyait de reprendre.
Les informations qu'Emily venait de lui donner étaient une piste inestimable. Au même moment, dans le hall principal du Harbour Light Inn, la matinée portait une atmosphère de tension. Agnès Doyle, la directrice de l'hôtel, le traversait avec une expression d'impatience gravée sur son visage. Elle avait remarqué l'absence d'Emily à son poste du matin. Ce n'était pas seulement un trou dans le planning, cela ravivait une peur plus profonde dans l'esprit d'Agnès que ses secrets ne soient exposés. Elle avait personnellement vérifié les zones habituelles d'Emily, des étages des clients à la cuisine et au débarras, mais n'avait trouvé aucune trace d'elle. Agnès essaya de garder son calme devant le personnel et les clients, mais elle ne cessait de poser des questions. Discrètement, elle s'approcha de Charles, qui faisait semblant de vérifier un panneau électrique dans le hall, dans le cadre de son service assigné. « Et, vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas » demanda Agnès, d'un ton brusque et impatient. « Avez-vous vu une fille aux cheveux bruns, d'environ 12 ans, qui travaille au sous-sol ? Elle s'appelle Emily. » Charles se retourna, conservant l'expression calme d'un nouvel employé. « Emily ? Oh, je crois que j'ai vu une fille nettoyer quelque part hier matin. C'était peut-être elle. Pourquoi demandez-vous, madame ? » Agnès fronça les sourcils. « Rien. Cette gamine est un peu étourdie, elle a probablement séché son service. Pouvez-vous la surveiller pour moi ? Si vous la voyez, amenez-la directement à mon bureau. Ne dérangez pas les clients, compris ? » Charles hocha la tête. « Oui, madame. Je comprends. Je vais surveiller. Elle n'est probablement pas allée loin. Peut-être qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour la remettre dans le droit chemin. » En entendant cela, l'expression d'Agnès s'adoucit légèrement. Sa dernière remarque touchait exactement à sa préoccupation. Elle était maintenant convaincue que Charles était un nouvel employé dévoué, capable de gérer la situation, et surtout de garder les problèmes internes discrets. Elle lui tapota l'épaule en signe d'approbation. « Bien, au travail. J'ai besoin de vous pour beaucoup de choses. » Elle s'éloigna, ignorant qu'elle venait de confier plus de responsabilités au propriétaire de l'hôtel, celui-là même qui prévoyait de révéler tous ses secrets. La nuit précédente, juste après que Charles eut quitté le parking avec Emily, il avait reçu un message anonyme d'un numéro inconnu, « Ne vous en mêlez pas si vous ne voulez pas perdre votre emploi. » Charles jeta un coup d'œil à l'écran. Il savait que c'était un avertissement de la part d'Agnès, ou de ceux qui lui étaient liés, et son agitation ce matin-là ne fit que le confirmer. Il n'était pas ébranlé, il avait perdu bien plus auparavant. Au contraire, l'avertissement ne fit que renforcer sa détermination. À l'église, Charles se tourna pour regarder Emily. Elle s'était endormie sur le banc, son visage plus détendu maintenant qu'elle était en sécurité. Silencieusement, Charles prit son vieux manteau de marine, celui qu'il avait gardé au chaud pendant d'innombrables nuits glaciales en mer, et le drapa doucement sur elle. « Il m'a tenu chaud pendant les nuits les plus froides » murmura-t-il. « Maintenant, il te tiendra chaud. » Quelques jours plus tard, Charles Whitmore continua son rôle d'employé de maintenance au Harbour Light Inn, se déplaçant de zone en zone avec un air diligent. Chacun de ses gestes avait un but. Sa chambre d'hôtel avait été convertie en un petit centre de commandement, équipé d'un ordinateur portable et de matériel de collecte d'informations discrètement dissimulé. Emily était toujours en sécurité à l'église Sainte-Anne, et Charles restait en contact avec sœur Margaret pour s'assurer que la jeune fille était bien soignée. Les informations fournies par Emily étaient la clé. La prochaine cible de Charles était le bureau d'Agnès Doyle. En milieu d'après-midi, Agnès était occupée au téléphone lorsque Charles entra, sa boîte à outils et son échelle à la main. Il posa l'échelle assez près de son bureau pour avoir une meilleure vue de l'espace. Tout en faisant semblant de se concentrer sur le remplacement d'une ampoule de plafond, ses yeux balayaient continuellement la pièce. La voix d'Agnès était tendue au téléphone. « Non, je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas laisser cela éclater maintenant. Tenez-vous en haut plan. Cette fille, elle ne dira rien. » Au mot « cette fille », le pouls de Charles s'accéléra. Agnès parlait-elle d'Emily, ou de quelqu'un d'autre lié à tout cela? Ses soupçons s'approfondirent. Quand Agnès tourna le dos pour regarder par la fenêtre, Charles jeta rapidement un coup d'œil vers son bureau. Exactement comme Emily l'avait décrit, un grand certificat encadré de l'association hôtelière principale était accroché au mur, couvrant partiellement le plâtre derrière. En regardant de plus près, il remarqua qu'un coin du cadre dépassait légèrement, sans être aligné avec le mur. Ses doigts l'effleurèrent comme par accident, sentant le léger bord d'un interstice. Derrière la plaque se trouvait un petit coffre-fort mural encastré, astucieusement dissimulé. Charles sortit son téléphone,
feignant de consulter ses messages, et prit discrètement quelques photos de l'emplacement du coffre-fort avant qu'Agnès ne se retourne. Tout devait être rapide, sans laisser de traces. Il mémorisa la position et supposa que la combinaison ne serait pas compliquée, probablement une date d'anniversaire ou un autre chiffre facile à retenir. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit. Franklin Reed, l'assistant d'Agnès, entra, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Il la posa sur le bureau d'Agnès, son visage teinté de malaise. « Madame Agnès, c'est » commença Franklin, mais Agnès le coupa d'un geste sec, après avoir remarqué que Charles était toujours dans la pièce. « Laissez ça là, Franklin. Je m'en occuperai plus tard. » Son ton était sec, ses yeux jetant un coup d'œil à Charles avec une pointe de lassitude. Franklin hocha légèrement la tête et sortit discrètement. Charles continua son numéro, serrant l'ampoule. Mais à ce moment-là, il aperçut une écriture à peine visible sur l'enveloppe, 15 000 $. Une somme importante pour une enveloppe sans marque. Une fois le travail terminé, Charles quitta le bureau d'Agnès. Sur le chemin du retour vers la zone de maintenance, il croisa Linda Harris, une femme de ménage d'âge moyen qui essuyait le couloir. Linda était une femme discrète, mais ses yeux semblaient toujours porter un poids d'épuisement et de chagrin. Charles avait remarqué qu'Agnès la forçait souvent à faire des heures supplémentaires, parfois à nettoyer des zones qui ne faisaient même pas partie de son travail. Il s'arrêta à côté d'elle, lui offrant un léger sourire. « Bonjour, Linda. Vous êtes toujours là, hein? Je crois que vous travaillez plus dur que n'importe qui d'autre dans le personnel de nettoyage. » Elle leva les yeux, un peu surprise. « Oh, eh bien, c'est mon travail, vous savez. J'ai entendu dire que la jeune Émilie travaillait ici aussi, » continua Charles, mentionnant délibérément son nom. « Elle était très travailleuse, n'est-ce pas? » Linda soupira. Travailleuse, oui. Mais la pauvre, elle était souvent gardée tard, envoyée dans des endroits où personne ne pouvait la voir, et elle devait apprendre à oublier tout ce qu'elle voyait après chaque service. Sa voix devint plus douce, comme si elle partageait un secret. Elle ne nomma pas Agnès directement, mais sa signification était manifeste. Charles hocha la tête avec sympathie. « Je vois. C'est dommage pour une fille comme elle. Cet hôtel doit manquer de personnel. Je suppose que Madame Agnès doit être terriblement fatiguée sans quelqu'un comme Émilie à ses côtés. » Il prit soin de dire la dernière partie à voix haute, sachant qu'Agnès pourrait être à proximité ou avoir quelqu'un qui écoute. Linda se contenta de secouer la tête et retourna au travail. Mais à ce moment-là, Agnès apparut à l'autre bout du couloir. En passant devant eux, elle avait surpris la dernière remarque de Charles. Agnès s'arrêta un instant, les regarda tous les deux, puis força un sourire crispé. Ses yeux semblaient satisfaits de ce qu'elle interprétait comme Charles compatissant à sa charge de travail et déplorant l'absence d'Émilie. Elle n'avait aucune idée que Charles était en train de lui tendre un piège. Gardant son expression neutre, Charles retourna à la zone de maintenance, les pièces d'un puzzle plus grand commençant à s'assembler dans son esprit. Il avait maintenu sa couverture intacte, tout en refoulant la colère qui bouillait en lui face à l'exploitation d'une enfant et aux signes de corruption. Ses pas étaient légers, mais chacun d'eux portait une ferme résolution. Il connaissait maintenant l'emplacement du coffre-fort, et grâce à Franklin et Linda, il venait de recueillir quelques indices vitaux de plus. Cet après-midi-là, une lumière dorée se répandait sur la cour de l'église Sainte-Anne, filtrant à travers les feuilles jaunissantes des érables. Sous leur ombre se trouvait un vieux banc de bois, comme en attente d'histoire encore à raconter. Charles Whitmore était assis à côté d'Emily Parker, non plus dans sa tenue de travail protectrice, mais dans un simple pull à col roulé, ce qui le rendait plus accessible. Emily s'était beaucoup améliorée après quelques jours de repos et les soins attentifs de sœur Margaret. Elle n'avait plus l'air aussi fragile que la nuit où elle avait rencontré Charles pour la première fois, bien qu'il y ait encore une trace de distance dans ses yeux. Son jeune frère, Danny, était toujours à l'hôpital, une inquiétude constante dans son esprit. Charles regarda l'horizon, où le soleil couchant peignait des traînées d'orange et de violet sur la mer lointaine. Quand il commença à parler, sa voix était douce, presque comme une berceuse. « Tu sais, Emily, dit-il, les yeux fixés sur le phare de la baie de Rockford, une petite tache blanche à l'horizon. Ce phare a sa propre histoire. Il y a longtemps, avant que la technologie ne progresse, c'était le seul espoir pour les navires perdus dans une tempête. Peu importe la férocité du vent, peu importe la violence de la tempête, sa lumière ne s'éteignait jamais. Elle était toujours là, inébranlable, guidant chacun vers un port sûr. Emily écoutait attentivement,
ses yeux scintillant dans la lueur du coucher de soleil. Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre avant de parler doucement, sa voix teintée de tristesse. Mes vieux amis, ils se moquaient beaucoup de moi parce que j'étais pauvre et parce que je sentais toujours l'eau de Javel. Quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel, ils m'ont encore plus taquiné. Ils disaient que j'étais sale, que je ne méritais pas de jouer avec eux. Charles se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Il vit la douleur cachée sous son extérieur courageux. Émilie, dit-il fermement, la valeur d'une personne ne réside pas dans les vêtements qu'elle porte, la façon dont elle sent, ou l'argent qu'elle possède. La vraie valeur réside dans la façon dont nous traitons les autres, dans le courage dont nous faisons preuve face à l'adversité, et dans l'amour que tu donnes à ton petit frère. Je te vois comme une jeune femme très forte et très courageuse. Émilie regarda Charles, son expression un mélange d'incertitude et de la première lueur d'espoir. C'était la première fois qu'un adulte lui parlait ainsi, non par pitié, mais avec respect. Elle sentit un lien étrange se former avec cet homme, celui qui l'avait sauvé de ce débarras froid. Charles expira lentement, une lourde déception s'installant dans sa poitrine. Il était le propriétaire d'une grande chaîne hôtelière, avec des dizaines de propriétés à travers les États-Unis. Il avait fait confiance à ses cadres, à son équipe de direction, pour tout gérer avec intégrité et équité. Il s'était fié à leurs rapports et à leurs chiffres. Pourtant, sous leur surveillance, un hôtel portant son nom avait permis qu'une telle chose se produise, une enfant de 12 ans forcée de travailler illégalement, exploitée, détenue, et même impliquée dans des transactions commerciales louches. Cette inspection inopinée ne visait pas seulement à évaluer le potentiel d'une acquisition, il s'agissait de découvrir la vérité derrière ces rapports soignés. Il réalisa maintenant que sa confiance avait été exploitée. Les états financiers semblaient impeccables, les audits internes étaient tous favorables. Mais la réalité était un tout autre visage, miné par la pourriture et l'inhumanité. Sa déception ne visait pas seulement Agnès, mais le système même qu'il avait construit, ou du moins confié à des personnes sans intégrité. À cause de personnes comme Agnès, l'image et la réputation de toute la société avaient été ternies, et pire encore, des individus vulnérables comme Émilie avaient souffert. Il ressentait une responsabilité personnelle pour la douleur d'Émilie, et cela ne fit qu'alimenter sa détermination à agir, non seulement pour la sauver, mais pour assainir tout le système. Se sentant en sécurité et en confiance, Émilie se rappela d'importants détails qu'elle avait vus. « Monsieur Charles, dit-elle, sa voix petite mais plus claire maintenant, je me souviens que dans le bureau de Madame Agnès, il y a un dossier vert foncé. Il est toujours sur une petite étagère juste à côté de l'imprimante. Chaque fois que quelqu'un mentionnait le fonds de bienfaisance ou la propriété côtière, elle allait à cette étagère, fouillait dans ce dossier vert, puis faisait une colère feinte. Je crois que c'est vraiment important. » Émilie leva délicatement sa main en l'air, esquissant une carte de mémoire. « C'est juste là, à côté de la vieille imprimante. Il y a un petit tiroir en dessous. » Elle se souvenait même de minuscules détails, comme une éraflure sur la surface de l'étagère, quelque chose qui aiderait Charles à l'identifier facilement. Charles absorba chaque mot, chaque détail. L'information sur le dossier vert correspondait parfaitement à ce qu'il avait vu lui-même et à ce qu'Émilie avait précédemment décrit avoir entendu. C'était la pièce manquante, quelque chose qui pourrait contenir une preuve concrète des méfaits d'Agnès. « Excellent, Émilie, tu es très intelligente. » La félicita Charles, offrant un sourire chaleureux. Il prit sa petite main dans la sienne. « Agnès ne te laissera pas tranquille. Elle veut te faire taire. Mais elle n'appellera pas la police pour dire que tu as disparu. Sais-tu pourquoi ?» Émilie secoua la tête, les yeux pleins de curiosité. « Parce qu'elle a peur. Elle a peur que si la police s'en mêle, tout sera exposé. Le fait que tu aies disparu est en fait à notre avantage. Cela signifie qu'elle ne veut pas que quiconque sache pour toi, ni ce que tu sais, et nous allons utiliser cette peur contre elle. » Charles regarda Émilie, et dans ses yeux, il y avait maintenant non seulement la détermination d'un soldat, mais aussi la chaleur d'un père. Il la voyait comme il avait jadis vu des enfants innocents dans des zones de guerre, des enfants qui avaient besoin de protection et d'une seconde chance. Émilie le regarda à son tour, et pour la première fois, il y eut une étincelle de véritable espoir dans ses yeux, non plus seulement de la peur. Elle faisait confiance à Charles. Tous deux savaient que la bataille pour faire éclater la vérité ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent devinrent une course silencieuse contre la montre. Charles Whitmore continua son travail de maintenance, mais chaque pas qu'il faisait à l'intérieur du Harbour Light Inn faisait partie d'un plan plus vaste pour se rapprocher des preuves dont il avait besoin.
Il passait la plupart de son temps près du bureau de direction, attendant une occasion d'atteindre le dossier vers qu'Emily avait décrit. Pendant ce temps, Agnès Doyle poursuivait sa propre recherche discrète mais impatiente d'Emily, pressant constamment Charles pour obtenir la moindre trace de la jeune fille. Elle faisait confiance à sa capacité à contrôler le flux d'informations, et cette confiance même était l'arme de Charles. Cet après-midi-là, une légère bruine commença à tomber dehors, jetant un fin voile gris sur la baie. Charles reçut un ordre de travail pour réparer l'imprimante dans le bureau d'Agnès. C'était l'occasion parfaite. Il entra, sa boîte à outils à la main. Agnès était au téléphone, son ton tendu, ne prêtant pas attention à sa présence. Charles se dirigea vers l'imprimante, s'accroupissant pour faire semblant de vérifier les câbles et les connexions. Ses yeux jetèrent un rapide coup d'œil à la petite étagère à côté. Exactement comme Emily l'avait dit, le dossier vert foncé y était posé, calé entre des piles de documents plus anciens. Charles tendit la main, ses doigts à quelques centimètres. Son rythme cardiaque s'accéléra, c'était la preuve dont il avait besoin. Il l'ouvrirait, prendrait des photos de tout ce qui s'y trouvait. Soudain, la voix d'Agnès retentit alors qu'elle raccrochait. Charles retira immédiatement sa main. Agnès se retourna. « C'est fait, homme de maintenance ?» demanda-t-elle, d'un ton un peu sec. Charles se redressa, offrant un sourire rassurant. « Ah, pas tout à fait encore, madame. Cette imprimante est un peu plus compliquée que je ne le pensais. » Il regarda autour de la pièce comme s'il cherchait quelque chose. « Oh, au fait, pourrais-je emprunter un stylo ? Le mien est à court d'encre. » Il tendit la main, l'intention réelle étant de détourner son attention de l'étagère. Agnès fronça les sourcils mais se retourna vers son bureau pour en chercher un. Charles recula de quelques pas, gardant ses distances avec l'étagère. Elle lui tendit un stylo. « Dépêchez-vous. J'ai beaucoup plus à imprimer. »« Oui, madame, je ferai de mon mieux, » répondit Charles, puis fit semblant de continuer à travailler sur l'imprimante sans réellement toucher le dossier. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre ce risque maintenant. Quelques minutes plus tard, Charles quitta le bureau, disant qu'il avait besoin de plus d'outils. Au moment où il entra dans le couloir, il vit Agnès marcher vers lui. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'était à proximité, puis se pencha et baissa la voix. « Avez-vous vu cette fille, Emily ? Si vous la voyez, amenez-la moi directement. Ne le dites à personne d'autre que moi. » Ses yeux portaient un mélange de supplication et de menaces tacites. Elle voulait s'assurer que le moindre fragment d'information sur Emily passe par ses mains et nulle part ailleurs. Charles hocha fermement la tête. « Je comprends, madame Agnès. Je ferai exactement ce que vous dites. » Voyant sa résolution apparente, Agnès laissa échapper un léger soupir de soulagement. Elle croyait que Charles était digne de confiance, un maillon utile pour dissimuler la disparition d'Emily. Elle n'avait aucune idée qu'elle plaçait sa confiance dans l'homme même qui travaillait pour la démasquer. De retour dans la zone de maintenance, le téléphone de Charles vibra. C'était Tom, le vieux gardien de sécurité qui l'avait aidé cette nuit-là et la seule personne de l'hôtel en qui il avait vraiment confiance. La voix de Tom était urgente. « Monsieur Charles, le jeune Danny, le petit frère d'Emily, vient d'être transporté d'urgence à l'hôpital de la ville. Son problème cardiaque s'est aggravé. » La nouvelle figea Charles sur place. Il savait à quel point Emily s'inquiétait pour son frère, cela signifiait qu'il devait agir plus vite. Sans hésitation, il demanda un congé personnel d'urgence et se rendit directement à l'hôpital de la ville. Quand il arriva, Emily était assise à côté du lit de Danny, ses petites mains serrées autour des doigts pâles et frêles de son frère. Son visage était tiré par l'inquiétude, ses yeux rouges et gonflés. Danny gisait là, un tube respiratoire sous le nez, l'air si faible. Charles pouvait sentir la peur écrasante d'Emily, la peur de perdre la seule famille qui lui restait. Charles posa doucement une main sur son épaule. « Concentre-toi juste sur ton frère, Emily, » dit-il, sa voix calme et rassurante. « Je m'occuperai de vous deux. » Son regard était inébranlable. C'était plus qu'une promesse, c'était un serment. De retour à l'hôtel, Charles rencontra immédiatement Tom et Linda. Il leur parla de Danny et Emily, puis exposa son plan. « Nous devons récupérer ce dossier vert. C'est la pièce à conviction la plus cruciale. » Il expliqua le rôle de chacun. Tom resterait en veille, Linda créerait une distraction ou provoquerait un petit incident pour donner à Charles une chance de retourner dans le bureau d'Agnès. Et surtout, Charles insista,
l'endroit où se trouvait Émilie devait rester absolument secret. Personne ne doit savoir, ni Agnès, ni personne. Danny devait également rester caché. C'est un jeu à haut risque, et nous jouons sur les deux tableaux. Charles regarda Tom et Linda, ses yeux remplis de confiance. Tous trois comprenaient qu'ils risquaient leur emploi, et peut-être leur sécurité. Mais en voyant la douleur d'Émilie, ils savaient qu'ils devaient faire ce qui était juste. Le public peut sentir que Charles marche sur une ligne double dangereuse pour protéger les deux enfants, tandis que le filet autour d'eux se resserre lentement. Après le retour de Charles Whitmore de l'hôpital, l'atmosphère au Harbour Light sembla s'alourdir. Bien qu'il maintienne toujours l'apparence calme et posée d'un employé de maintenance diligent, Agnès Doyle, avec l'instinct de quelqu'un qui cache un secret coupable, commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Son anxiété concernant Émilie, combinée aux réparations répétées de Charles dans des zones sensibles, avait planté une graine de suspicion dans son esprit. Cet après-midi pluvieux, Agnès était assise dans son bureau. Au lieu de poursuivre son appel téléphonique ou de revoir des documents, elle fit signe à Franklin Reed de mettre l'enveloppe d'argent de côté et de sortir. Agnès consulta alors elle-même le flux des caméras de sécurité interne de l'hôtel. C'était une habitude à laquelle elle se livrait souvent chaque fois que quelque chose la tracassait. Elle rembobina les enregistrements des derniers jours. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle regardait Charles entrer et sortir de son bureau sous divers prétextes, réparer une lumière, vérifier les lignes téléphoniques, et plus récemment, réparer l'imprimante. Elle remarqua que Charles ne partait jamais immédiatement après avoir terminé une tâche, il s'attardait quelques secondes de plus, jetant un coup d'œil discret avant de repartir. Agnès figea la vidéo sur une image, Charles debout près de l'étagère où était gardé le dossier bleu, sa main semblant l'atteindre. Elle rejoua le clip plusieurs fois, sa suspicion se muant en irritation. « Pourquoi un homme de maintenance serait-il si intéressé par mes dossiers » murmura-t-elle à voix basse, sa voix lourde de doute. L'empressement de Charles à effectuer les réparations, et surtout son habitude de se montrer dans des endroits où seule la direction devrait avoir accès, commençait à paraître suspecte. Elle avait cru autrefois que Charles pourrait l'aider à contrôler le flux d'informations sur Émilie, mais maintenant il était devenu la source même de son malaise. Agnès continua de scanner les enregistrements. Elle vit Charles discuter fréquemment avec Linda Harris, la femme de ménage, quelqu'un pour qui Agnès savait qu'elle n'avait que peu d'affection, et avec Franklin Reed, son propre assistant, celui qui lui avait remis l'enveloppe d'argent. Agnès observa Charles parler avec Franklin dans le couloir. Franklin baissait souvent la tête ou semblait mal à l'aise chaque fois qu'elle apparaissait. Agnès avait l'impression qu'un fil invisible se formait entre Charles et les autres membres du personnel, un fil qu'elle ne pouvait pas voir mais qu'elle pouvait certainement sentir. Il collecte des informations, conclut Agnès froidement. Elle était bien trop familière avec les jeux de pouvoir et la trahison. Charles Whitmore, avec sa façade discrète d'ouvrier, n'avait pas échappé à l'œil aiguisé d'une vieille renarde comme elle. Mais ce qui choqua le plus Agnès arriva juste après qu'elle se fût souvenue comment Charles avait brusquement demandé à quitter l'hôtel pour une visite à l'hôpital peu de temps auparavant. Sa hâte avait été inhabituelle pour un employé de maintenance. Sans hésitation, Agnès décrocha le téléphone et appela un détective privé qu'elle utilisait souvent pour des affaires délicates. « Je veux que vous suiviez un nouvel employé », ordonna-t-elle, lui donnant les informations de Charles. « Faites particulièrement attention à l'endroit où il va après les heures de travail. » Quelques heures plus tard, le téléphone d'Agnès sonna. La voix du détective privé portait une note de surprise. « Madame Agnès, cet homme, il est allé à l'église Sainte-Anne, celle avec le centre pour enfants sans abri. Et je l'ai vu rendre visite à un garçon nommé Danny, ainsi qu'à une petite fille qui correspond à la description d'Émilie. » Agnès se figea. La nouvelle la frappa comme un choc électrique. Émilie était avec Charles, et il était même allé voir son jeune frère. Toutes les pièces éparses de ses soupçons s'assemblèrent soudain de la manière la plus brutale. Alors, c'est un espion, grogna Agnès, les yeux injectés de sang. Sa fureur ne concernait plus seulement la disparition d'Émilie, elle concernait la façon dont Charles l'avait trompée depuis le début. Il n'était pas un homme de maintenance inoffensif, il était une menace directe pour tout son plan. Agnès n'avait aucune intention de l'alerter. Elle devait se débarrasser de Charles discrètement, mais minutieusement. S'il était effectivement un espion, il était sûrement en train de rassembler des preuves. Elle devrait frapper la première. Pendant ce temps, Charles avait ses propres plans. Juste après avoir parlé à Tom et Linda, il avait rapidement sauvegardé toutes les preuves qu'il avait collectées sur son téléphone, photos du coffre-fort, registre de fonds suspects, et surtout, une photo du contenu du dossier bleu,
prise à un moment où Agnès avait brièvement détourné son attention. Tout cela était chiffré et envoyé au serveur sécurisé de sa société. Les preuves étaient en sécurité. Bien qu'il n'ait pas encore toutes les pièces nécessaires pour monter un dossier juridique complet, ce qu'il avait été plus que suffisant pour préparer le terrain pour une confrontation. Charles sentait le regard d'Agnès sur lui. Il savait qu'elle se doutait de quelque chose et qu'elle agirait probablement bientôt. La pression d'être traqué pesait lourdement sur lui. Il comprit qu'il devait abattre ses cartes avant qu'Agnès ne puisse frapper la première et utiliser ses propres tactiques impitoyables pour le sortir du jeu, comme elle l'avait fait avec Émilie. Mais Charles n'avait pas peur, il était préparé. Une confrontation directe était inévitable. Agnès éteignit l'écran de surveillance et se leva, son regard calculé et froid. Elle décrocha le téléphone et appela un des gardes de sécurité. « Je veux que vous prépariez une enveloppe avec le montant exact que j'ai indiqué. Et demain, Monsieur Whitmore aura un service spécial au sous-sol. Assurez-vous que je sache exactement où il se trouve à tout moment. » Agnès avait pris sa décision. Le piège serait tendu dès le lendemain. Charles Whitmore n'aurait plus aucune chance de recueillir d'autres preuves. Et puis, avec une pensée finale cruelle, elle ajouta, « Et je l'accuserai d'avoir enlevé la petite Émilie. » Agnès Doyle n'était pas femme à laisser les soupçons perdurer. Après avoir examiné les images de sécurité et remarqué des irrégularités dans le comportement de Charles, notamment le rapport du détective privé confirmant qu'il avait été avec Émilie et Danny, elle sut qu'elle devait agir cette nuit-là. Pendant que Charles était à son dernier service de maintenance, Agnès élabora un plan. Elle devait se débarrasser de lui, et elle devait le faire de manière absolue, s'assurant qu'il ne puisse causer aucun autre préjudice. Elle ne l'accuserait pas seulement de vol, elle porterait une accusation bien plus grave. L'après-midi suivant, Charles était au sous-sol, concentré sur la réparation d'une serrure bloquée sur la vieille porte du débarras. Le cliquetis métallique de sa clé résonnait dans l'espace vide. Il savait qu'Agnès se doutait de quelque chose, et la tension s'accrochait à lui comme une ombre. Il essayait de terminer le travail le plus vite possible, afin de pouvoir se retirer et préparer son prochain mouvement. Quelques instants avant l'apparition d'Agnès, Franklin Reed passa dans le couloir. Il s'arrêta, regardant Charles avec une expression troublée, comme s'il voulait dire quelque chose. Il commença à parler, mais jeta ensuite un regard prudent autour de lui et secoua légèrement la tête. Ses yeux étaient embués de culpabilité et d'inquiétude, mais il n'eut pas le courage de dire ce qui lui pesait. Il marmonna quelque chose d'inaudible sous son souffle et s'éloigna rapidement en voyant Agnès approcher de l'autre bout. Soudain, les pas pressés d'Agnès résonnèrent dans le couloir. Elle n'était pas seule. La suivait Franklin Reed, le même homme qui venait de passer, et 2 gardes de sécurité de l'hôtel. Agnès s'avança directement vers Charles, le visage immobile, mais cette fois, son expression affichait une fureur soigneusement mise en scène. « Monsieur Whitmore, » dit Agnès, sa voix froide et autoritaire, « avez-vous vu une enveloppe d'argent dans votre armoire à outils ?» Charles leva les yeux, la rencontrant avec un calme résolu. Il savait que c'était un piège. Il ne répondit pas tout de suite. Agnès n'attendit pas de réponse. Elle marcha droit vers l'armoire à outils personnelle de Charles, qui se trouvait contre le mur. Sous le regard de Franklin et des 2 gardes, elle ouvrit la porte en grand. À l'intérieur, posée soigneusement sur une pile de chiffons de nettoyage, se trouvait une épaisse enveloppe en papier craft, exactement la même que celle que Franklin lui avait remise dans son bureau quelques jours plus tôt. « Qu'est-ce que c'est, Monsieur Whitmore » demanda Agnès, son ton d'un grand théâtral. En prenant l'enveloppe, elle la brandit devant Charles. « C'est de l'argent, environ 15 000 $. Cet argent, je le gardais dans le coffre-fort de mon bureau. C'est le fonds d'urgence pour la maintenance, et il a disparu juste après que vous ayez réparé l'imprimante hier. » Charles resta silencieux, son regard fixe et inébranlable. Il connaissait bien cette tactique. Agnès avait pris son propre argent, l'avait placé dans son casier, et l'accusait maintenant de vol. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Charles, sa voix étonnamment calme. Agnès laissa échapper un rire moqueur et aigu. « Vous ne savez pas ? Alors, laissez-moi vous expliquer. Vous avez été pris en flagrant délit de vol des fonds de l'hôtel, ici même sur mon lieu de travail. Ce genre de comportement est inacceptable. » Elle se tourna vers Franklin et les 2 gardes de sécurité. « Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas ? Le fonds d'urgence a disparu, et il a été retrouvé dans son casier. » Mais Agnès n'avait pas fini. Elle adopta un ton plus dramatique, dégoulinant de fausses tristesses et d'accusations. « Et non seulement ça,
Émilie, cette pauvre fille. Je lui ai donné un endroit où rester ici parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Je l'ai laissée dormir dans ce débarras parce que j'avais pitié d'elle. Et pourtant, cette nuit-là, vous l'avez emmenée. Où l'avez-vous emmenée? Vous avez enlevé une enfant. C'est un crime bien plus grave que le vol. Les accusations d'Agnès laissèrent non seulement les gardes de sécurité stupéfaits, mais firent également trembler les mains de Franklin. Les personnes présentes, celles qui ignoraient la vérité, commencèrent à murmurer entre elles. Charles Whitmore, dans son uniforme de maintenance poussiéreux, devint la cible des moqueries et des soupçons. Tous les regards se tournèrent vers lui, jugeant, condamnant. Il était piégé non seulement pour vol, mais pour quelque chose de bien pire, par la personne même qui avait exploité la jeune fille. Franklin Reed resta immobile, son visage mêlé de confusion et d'effroi. Il savait que Charles n'était ni un voleur ni un ravisseur. Il savait qu'Émilie n'avait jamais eu d'endroit où dormir, mais avait été forcée de travailler comme une esclave. Il voulait prendre la parole, défendre Charles, mais le regard froid et perçant d'Agnès et la peur de perdre son emploi ou d'être entraîné dans des ennuis le maintinrent silencieux. Terrifié par les conséquences, Franklin baissa la tête et se tut. Les deux gardes de sécurité, de simples employés à l'heure, n'osaient pas s'immiscer dans les affaires de leurs supérieurs. Agnès regarda Charles avec un triomphe glacial. « Vous êtes mis à pied immédiatement, monsieur Whitmore. Demain, je veux votre démission sur mon bureau. Tous vos salaires et avantages seront retenus pour couvrir ce montant, et je veillerai à ce que la police enquête sur vos accusations d'enlèvement. » Elle se tourna vers les gardes. « Assurez-vous qu'ils partent tout de suite, et n'oubliez pas de confisquer sa carte d'accès. » Charles rencontra le regard d'Agnès, non pas avec peur, mais avec une profonde déception. Il avait les preuves, mais Agnès avait agi la première pour l'éliminer. Il savait que s'il partait maintenant, en tant que supposé voleur et ravisseur, tout ce qu'il dirait plus tard n'aurait aucun poids. Il serait hors jeu, et le sort d'Émilie resterait caché, sa voix complètement réduite au silence. La pression sur Charles monta. La foule sentait la tension, sachant qu'il détenait une preuve vitale, mais qu'il faisait maintenant face à l'humiliation d'être expulsé de l'hôtel, perdant sa chance de révéler la vérité et de protéger Émilie. Si c'était vous, seriez-vous capable de rester calme en étant publiquement accusé de crimes que vous n'avez pas commis? La voix d'Agnès Doyle résonnait dans le couloir du sous-sol, ses accusations nettes et inflexibles. Sous les regards attentifs de Franklin et de deux gardes de sécurité, elle savourait l'instant, convaincue de maîtriser la situation. Pour Agnès, Charles Whitmore n'était rien de plus qu'un simple ouvrier de maintenance, quelqu'un qu'elle pouvait facilement abattre avec un simple piège. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait réellement affaire. « Vous m'entendez clairement, monsieur Whitmore, dit Agnès, sa voix dégoulinant de triomphe. Vous êtes mis à pied immédiatement. Je veux que vous soyez parti d'ici tout de suite. Demain, remettez votre démission. Je ferai en sorte que votre nom finisse sur la liste noire de tous les hôtels de la région. Et n'oublions pas l'accusation d'enlèvement. » Les gardes de sécurité commencèrent à se diriger vers Charles, leurs expressions sévères. Franklin Reed garda la tête baissée, évitant le regard de Charles, la honte et la culpabilité clairement visibles sur son visage. Agnès se délectait de la scène, élevant la voix à mesure que d'autres membres du personnel de l'hôtel arrivaient, attirés par l'agitation. Elle voulait faire de Charles un exemple, un escroc et un ignoble ravisseur aux yeux de tous. Juste à ce moment, le hurlement d'une sirène de police coupa l'air alors qu'une voiture de patrouille s'engageait dans le parking à l'extérieur. Le shérif Miller, accompagné de deux autres officiers, entra rapidement dans le hall principal. Agnès les avait déjà appelés, accusant Charles. Elle voulait qu'il soit arrêté sur le champ, exhibé honteusement devant tout le monde. Agnès ricana, ses yeux froids et perçant Charles du regard, comme pour dire « c'est fini pour vous ». La pression montait. Un jugement était déjà en train de se former dans le hall de l'hôtel. Les employés chuchotaient entre eux, certains regardant Charles avec suspicion, d'autres avec pitié, et quelques-uns gardant un silence prudent. Même la police était là, prête à procéder à l'arrestation. Charles était acculé, face à des accusations de vol et d'enlèvement d'enfants, des accusations suffisamment graves pour détruire sa carrière et sa réputation. Pourtant, Charles ne réagit pas comme un homme pris en flagrant délit. Il ne lutta pas, ne s'emporta pas, ne supplia pas. Au lieu de cela, un léger sourire en coin apparut sur ses lèvres. Malgré l'humiliation publique, ses yeux conservaient un calme étrange et inébranlable, et une confiance absolue. Dans le silence lourd et tendu, Charles leva lentement les mains. D'abord,
il retira la casquette de baseball usée qui avait caché ses cheveux. Sous les lumières fluorescentes vacillantes du sous-sol, des cheveux châtain foncé, soigneusement coupés, apparurent. Puis, plongeant la main dans un grand sac à outils, quelque chose qu'il avait soigneusement préparé à l'avance, il en sortit une veste de costume gris anthracite, impeccablement pliée. Là, dans le couloir, devant les spectateurs stupéfaits, il retira rapidement sa chemise de maintenance sale et la jeta de côté. Il enfila la veste ajustée, révélant une chemise blanche impeccable en dessous. Chaque bouton fut attaché avec une précision délibérée, le tissu lisse et repassé. Debout, ses larges épaules et sa posture imposante émergèrent, ne ressemblant en rien à l'image d'un simple ouvrier de maintenance. Le changement soudain de tenue figea Agnès. Le sourire sur ses lèvres disparut complètement. Les gardes de sécurité s'arrêtèrent également, fixant Charles avec surprise. Franklin leva les yeux, écarquillé. Le shérif Miller, qui marchait vers eux, s'arrêta aussi, le visage plein de confusion. Charles Whitmore ne dit pas un mot. Lentement, il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sortit un badge d'identification d'entreprise en métal brillant. Il le tint devant Agnès, lui offrant une vue claire de chaque mot gravé dessus. « Mon nom est Charles Whitmore », dit-il, sa voix grave et résonnante, non pas la voix d'un homme de maintenance, mais de quelqu'un ayant de l'autorité. Il marqua une brève pause, laissant ses mots s'installer dans le silence tendu. Agnès regarda le badge, et la couleur de son visage se vida visiblement. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité devant ce qu'elle lisait. « Et je suis le président de Whitmore Hospitality », continua Charles, sa voix portant maintenant dans tout le couloir, attirant l'attention de chaque employé à proximité. « Et je suis aussi le nouveau propriétaire de la chaîne hôtelière Harbour Light Inn. » Le couloir sembla retenir son souffle. Un léger murmure se répandit parmi le personnel rassemblé, se transformant rapidement en un chœur de chuchotements étonnés. Tout le monde savait que l'hôtel allait changer de propriétaire, mais personne n'avait imaginé que le nouveau propriétaire serait l'homme de maintenance qu'Agnès venait d'accuser de vol. Le visage de Franklin Reed devint pâle alors qu'il baissait la tête, évitant le regard d'Agnès. Il réalisa qu'il venait d'être témoin d'une farce, et que la personne trompée n'était pas Charles. Agnès Doyle resta immobile, complètement sans voix. Son visage, déjà livide, devint d'une pâleur fantomatique, ses yeux vides fixés sur Charles. Toute once d'autorité et de triomphe suffisant qu'elle affichait s'effondra en un instant. L'homme qu'elle avait méprisé, celui qu'elle avait cherché à évincer, était en fait la personne la plus puissante du bâtiment. Charles Whitmore lança un regard froid et impassible à Agnès, puis se tourna vers le shérif Miller pour lui expliquer la situation. Mais à cet instant, une petite voix frêle l'interpella de l'autre bout du hall. « Madame Agnès !» Tout le monde se tourna. Emily Parker, une fillette de 12 ans, se tenait là, appuyée contre sœur Margaret. Bien que son visage soit encore pâle, ses yeux étaient résolus. Sœur Margaret l'avait amené, inquiète pour Charles car il n'était pas retourné à l'église à l'heure convenue. Son arrivée était complètement inattendue, même pour Charles. Madame Agnès ment, lança Emily, sa petite voix résonnant clairement dans le silence. Elle ne m'a pas donné d'endroit où dormir. Elle me faisait travailler tous les jours jusqu'à tard le soir. Elle m'a enfermé dans le débarras parce que j'ai surpris son secret. Monsieur Charles ne m'a pas enlevé, il m'a sauvé. Le hall entier de l'hôtel tomba dans un silence absolu. Les mots d'Émilie frappèrent comme un éclair. Les yeux d'Agnès s'écarquillèrent, son visage se vida de toute couleur. Le shérif Miller regarda Émilie, puis Charles, et enfin Agnès, le doute dans ses yeux était manifeste. Charles Whitmore se tourna vers Émilie, l'émotion montant dans son regard. Il ne s'était pas attendu à ce que la petite fille apparaisse à ce moment décisif. S'avançant rapidement vers elle, il se mit à genoux et ouvrit grand les bras. Émilie se précipita vers lui, s'accrochant à Charles comme si elle avait trouvé un port sûr après une tempête. Il la serra fort, sentant la chaleur et les tremblements de son petit corps. Ce n'était pas seulement la libération d'Émilie, c'était l'affirmation de chaque risque et de chaque effort qu'il avait pris. Charles Whitmore lança un regard froid à Agnès, puis se tourna vers le personnel rassemblé. Sa voix ferme et résonnante, « Je veux que toutes les personnes ici présentes et l'ensemble de l'équipe de direction soient dans la grande salle de conférence dans 30 minutes. » Il marqua une pause, laissant son regard parcourir chaque visage étonné. Il y a des vérités qui doivent être mises au clair. 30 minutes plus tard, la salle de conférence de direction du Harbour Light Inn était pleine à craquer. L'air était lourd de tension et d'anticipation.
La lumière tamisée et lavée par la pluie, venant du ciel extérieur, filtrait à travers les hautes fenêtres donnant sur la mer, créant une toile de fond sombre pour la révélation de la vérité. Agnès Doyle était assise à l'autre bout de la table, son visage pâle, les yeux lançant des regards noirs à Charles Whitmore, mêlés de haine et de peur. Non loin de là, Franklin Reed était assis la tête baissée, évitant le regard de tous. Linda Harris et d'autres membres du personnel remplissaient les sièges du dernier rang, leurs expressions un mélange de curiosité et d'espoir. Charles Whitmore se tenait au bout de la table, non plus en tant qu'ouvrier de maintenance ou employé mystérieux, mais en tant que président de la société. Bras croisés sur la poitrine, ses yeux parcoururent du regard tout le monde dans la pièce. « Merci à tous d'être ici », commença Charles, sa voix calme et résolue. « Je crois que beaucoup d'entre vous savent déjà que le Harbour Light Inn est sur le point de changer de propriétaire. Ce propriétaire, c'est moi. Et la raison pour laquelle je suis venu ici déguisé en ouvrier de maintenance était de comprendre vraiment l'état réel de cet hôtel. Ce que j'ai découvert est profondément troublant. » Il fit signe à l'un des hommes qui l'accompagnait, un expert juridique de l'entreprise, d'allumer le projecteur. Sur le grand écran, la première image qui apparut était un coffre-fort caché derrière un cadre de récompense dans le bureau d'Agnès. Viennent ensuite des photographies des factures du fonds des employés montrant des retraits inhabituels, de grosses sommes d'argent retirées sans explication claire. Ce sont les registres du fonds des employés, expliqua Charles, désignant l'écran. Ces transactions ne sont pas conformes aux politiques financières de ma société. L'argent a mystérieusement disparu sans but légitime. Étant donné, Agnès tenta d'interrompre. Ce sont des dépenses légitimes pour les opérations de l'hôtel. Vous ne pouvez pas, taisez-vous, Madame Doyle, l'interrompit froidement Charles. Ce n'est pas encore votre tour. Charles passa à la série d'images suivantes, des documents du dossier vers qu'Emily avait décrit. C'étaient des contrats falsifiés, des ventes de terrain en front de mer à des prix étrangement bas, et des registres de virements bancaires vers des sociétés écrans. Et voici, continua Charles, sa voix portant maintenant un poids réel, la preuve de transactions illégales liées à la liquidation des actifs de l'hôtel, y compris une portion très précieuse de propriété en front de mer. Ces contrats ont été établis pour dissimuler un vaste réseau de corruption et de blanchiment d'argent. Tous les regards se tournèrent vers Agnès. Elle resta immobile, son visage pâle, comme si chaque goutte de sang s'était drainée. Et tout cela, dit Charles, la fixant du regard, a été découvert grâce au témoignage d'un témoin très important, la jeune Emily Parker, que vous, Agnès Doyle, avez tout fait en votre pouvoir pour faire taire, allant même jusqu'à la confiner et exploiter son travail simplement parce qu'elle était tombée sur ce secret. Le témoignage d'Emily allait bien au-delà de ce qu'elle avait vu. Charles expliqua en détail comment la jeune fille avait été contrainte de travailler tard dans des zones restreintes, enfermée dans un débarras froid, et les blessures qu'elle avait subies. Il parla également de Danny, le jeune frère d'Emily, pour donner un contexte à sa motivation pour tenter de gagner de l'argent. Soudain, Franklin Reed se leva. Il tremblait, ses yeux embués de trouble. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers lui. Je peux confirmer, dit Franklin, sa voix hésitante mais ferme, tout ce que Monsieur Charles a dit est vrai. J'ai personnellement été témoin qu'Agnès utilisait Emily pour nettoyer des documents sensibles. Elle était faite pour faire un travail qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire, dans des endroits où personne ne pouvait la voir. Et moi, j'ai aussi vu qu'elle détournait les fonds de l'hôtel. C'est moi qui lui ai remis les enveloppes d'argent, du même type qu'elle a utilisé pour piéger Monsieur Charles. La confession de Franklin fut le coup de grâce final pour Agnès. Sa bouche s'ouvrit pour protester, mais aucun mot ne sortit. Son visage tressaillit, et elle s'effondra complètement. À ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Le shérif Miller, un homme à l'allure sévère mais juste, entra avec 2 officiers en uniforme. Il s'avança directement vers Agnès. « Madame Agnès Doyle, » dit le shérif Miller, son ton décisif, « vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants, détournement de fonds et fraude financière. Ceci est basé sur les preuves concluantes fournies par Monsieur Charles Whitmore, ainsi que sur le témoignage de témoins. » Agnès retomba dans sa chaise, les yeux vides. 2 officiers s'approchèrent et lui menottèrent les mains. Le claquement sec du métal résonna dans la pièce silencieuse. Après une pause stupéfaite, le personnel de l'hôtel commença à expirer de soulagement. Les visages passèrent de l'inquiétude à l'apaisement, puis à une satisfaction tranquille et indéniable. L'agresseur avait été arrêté. Justice avait été rendue. Charles Whitmore observa Agnès être emmenée.
Il n'y avait aucune trace de triomphe dans son regard, seulement la calme résolution d'un homme qui avait accompli son devoir. Une semaine plus tard, le ciel au-dessus de la baie de Rockford s'était de nouveau éclairci, le soleil matinal versant de l'or sur la surface ondulante de la mer. L'atmosphère au Harbour Light Inn s'était complètement transformée. Le poids de la tromperie et de l'exploitation avait été levé, laissant place à un nouveau départ. Charles Whitmore n'était plus le mystérieux homme de maintenance, il était désormais le propriétaire légitime, gérant l'hôtel avec transparence et dévouement. La grande salle de réunion, autrefois le lieu où Agnès avait été démasquée, était maintenant utilisée pour des réunions de personnel régulières où chaque employé avait une voix. Emily Parker et son jeune frère, Danny, avaient officiellement emménagé chez Charles, dans une maison confortable près du rivage. Après avoir reçu des soins médicaux opportuns et appropriés, Danny s'est rapidement rétabli. Son rire enfantin était revenu, résonnant à travers la maison. Charles avait tenu sa promesse, il avait pris soin des deux enfants. Ils avaient maintenant non seulement un toit au-dessus de leur tête, mais une nouvelle famille. Le processus n'avait pas été facile. Après l'arrestation d'Agnès, sœur Margaret, avec le soutien d'une agence locale de protection de l'enfance, travailla rapidement pour assurer les droits et l'avenir d'Emily et Danny. En tant qu'homme qui les avait sauvés et prouvé son sens des responsabilités, Charles s'était porté volontaire et avait coopéré avec enthousiasme avec les autorités. Après de nombreux entretiens, vérifications d'antécédents et démonstrations de sa capacité à prendre soin d'eux, ainsi que le souhait sincère d'Emily et Danny, Charles fut officiellement reconnu comme leur tuteur légal. Cela assura que les frères et sœurs auraient une vie stable, protégée et aimée à long terme, libre de la peur des abus ou de la négligence. Sous sa nouvelle direction, le Harbour Light Inn subit une transformation complète. Franklin Reed, qui avait courageusement témoigné, se vit confier par Charles le rôle de superviseur de l'hôtel. Il travaillait avec beaucoup de dévouement, s'efforçant de réparer les torts passés. Linda Harris et les autres employés virent leurs conditions de travail s'améliorer, et ils reçurent désormais le respect et le traitement équitable qu'ils méritaient. L'hôtel était devenu plus qu'une simple entreprise, c'était un lieu de travail juste et humain. Tôt ce matin-là, Charles emmena Emily et Danny au phare de la baie de Rockford, un symbole de résilience et d'espoir dont il avait autrefois parlé à Emily. La brise marine soufflait doucement, portant le parfum salé de l'océan. Du haut du phare, sa lumière brillait toujours de façon constante, même avec le soleil déjà haut dans le ciel. Cette lumière ne guide pas seulement les navires, dit Charles, sa voix chaude portant sur le bourdonnement constant du vent, alors qu'il reposait une main sur les épaules d'Emily et Danny. Elle guide aussi ceux qui retrouvent le chemin de la maison, ceux qui cherchent la paix après les tempêtes de la vie, tout comme vous deux. Danny, furetant autour de la base du phare, leva les yeux avec la pure curiosité que seul un enfant pouvait avoir. « Oncle Charles, tu es mon phare ?» Charles sourit, se pencha et ébouriffa doucement les cheveux du garçon. « Je serai toujours ton phare, Danny. » Emily regarda le phare, puis se tourna pour regarder Charles. Son visage était radieux maintenant, libéré de la peur. Elle esquissa un doux sourire, puis lui tendit un petit dessin au crayon. C'était simple mais profondément significatif, 3 personnes debout à la base d'un phare, son faisceau projetant un cercle de lumière chaude autour d'elle. C'était Charles, Emily et Danny. Exactement comme Charles l'avait décrit au chapitre 4, mais maintenant ce n'était plus un lointain conte de fées. C'était leur réalité, une famille réunie. « Oncle Charles, » dit Emily, les yeux brillants, « merci pour tout. Danny et moi n'oublierons jamais ce que tu as fait pour nous. » Charles prit le dessin, ses yeux brillants d'émotion. Il se pencha et serra les 2 enfants dans une étreinte ferme. Ce n'était pas seulement la justice, c'était la renaissance d'une famille, un nouvel avenir allumé. La lumière du phare n'était plus seulement un symbole, elle était devenue réelle, guidant des vies qui semblaient autrefois perdues vers un port sûr de paix et de bonheur. Ainsi, l'histoire du Harbour Light Inn touchait à sa fin, une histoire qui commença dans l'obscurité et la froideur d'un sous-sol où les pleurs d'une jeune fille innocente étaient retenus captifs, mais qui se termina dans la lumière radieuse de la justice et la chaleur de la compassion humaine. Nous avons été témoins du parcours de Charles Whitmore, un homme qui non seulement possédait une grande richesse, mais portait aussi en lui la compassion et la détermination d'un ancien soldat. Il n'hésita pas à abandonner la sécurité de sa façade confortable, s'aventurant dans le danger pour démasquer le mal et protéger un enfant. L'histoire de Charles nous rappelle que parfois le pouvoir n'est pas destiné à dominer, mais à protéger ceux qui ne peuvent se protéger. Et Emily, la jeune fille de 12 ans, nous a enseigné le pouvoir de la résilience et du courage. Même face à une peur écrasante, à l'exploitation et à la captivité,
elle s'est accrochée à la lumière de l'espoir et a finalement trouvé un endroit où se sentir chez elle. L'histoire d'Émilie est un puissant rappel que, quelles que soient les circonstances, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y aura toujours des phares prêts à guider les cœurs perdus vers la sécurité. Agnès Doyle, avec son avidité et son manque de moralité, est un avertissement sévère. Le pouvoir, lorsqu'il est placé entre les mains des corrompus, peut infliger des dommages incommensurables. Pourtant, la vérité finit toujours par refaire surface, et la justice, bien que parfois tardive, prévaudra. Puis il y eut Franklin Reed et Linda Harris, qui baissèrent d'abord la tête de peur, mais trouvèrent finalement le courage de se lever et de témoigner. Leur parcours nous montre que chacun de nous a la capacité de faire la différence, si seulement nous osons affronter nos peurs et choisir de se ranger du côté du bien. Croyez-vous au pouvoir d'un seul individu pour changer tout un système? Si vous étiez Franklin ou Linda, auriez-vous le courage de vous élever contre quelqu'un d'aussi puissant qu'Agnès? La vie est pleine d'épreuves et de tempêtes, mais comme le phare inébranlable de la baie de Rockford, la lumière de l'espoir et de la compassion ne s'éteindra jamais. Elle sera toujours là, guidant ceux qui recherchent la justice et réchauffant les cœurs de ceux qui ont besoin d'un foyer.